Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de Voix de fait consacrée aux élections européennes et surtout à l'après. Alors quoi maintenant? Ce 26 mai dernier, les citoyens de l'Union européenne ont voté pour un nouveau Parlement européen. Le PPE, donc les conservateurs européens, ont remporté le plus grand nombre de sièges et sont aux commandes en partenariat avec les socialistes européens pendant les 2 dernières législatures. Mais ils perdent des sièges et perdent leur majorité au profit de Renouveau Europe, des libéraux européens, et du succès de ces listes, principalement en France. Avec une forte montée des extrêmes, le Brexit n'en finit pas. Le casse-tête des nominations au sein de l'exécutif européen, avec la mort annoncée du Spitzenkandidat, donc le candidat élu par le Parlement européen pour devenir président de la Commission européenne, la crise des migrants, la stabilisation de l'euro et l'urgence climatique. L'Europe doit se relancer. Alors Adam Bouzy, vous êtes un jeune intellectuel engagé pour l'Europe et à l'Europe. Comment voyez-vous l'avenir de cette Europe qui ne fait plus rêver, mais à laquelle les Européens restent attachés? Et en même temps, si vous pouviez aussi vous présenter un peu pour nos auditeurs et auditrices. Donc, petite intro, je suis un étudiant à l'ULB en sciences politiques. J'ai toujours eu des ambitions politiques, j'ai toujours voulu changer les choses et cette année j'ai décidé de me lancer. Et c'est pour ça que je me suis porté candidat aux élections européennes pour les libéraux. Je me suis dit que pour une première fois, Parlez-nous un peu de votre expérience en tant que candidat pendant ces élections européennes, jeune. C'est très intéressant, surtout que j'étais le candidat le plus jeune en Belgique et que j'étais le seul candidat avec d'origine étrangère sur ma liste, ce qui a fait que j'étais à peu près l'espoir, on peut appeler ça l'espoir, de ma communauté, en tout cas ceux que je connais. J'ai décidé de prouver que notre communauté qui est la communauté marocaine. D'accord. Et c'est une des raisons aussi pour laquelle je me suis porté candidat. Je voulais prouver qu'avec l'ambition et le travail nécessaire, on peut y arriver, on peut se retrouver dans la politique. Et c'est un message que j'ai envie de faire passer aux jeunes peut-être à problème ici à Bruxelles. D'accord. Et alors pour ces jeunes, comment vous les attirez? C'est cette Europe qui est un peu loin, tout en étant près, parce qu'on est quand même à la capitale de l'Europe, les institutions sont là, mais d'un autre côté, elle paraît tellement loin et loin des préoccupations de ces jeunes justement en difficulté. Alors comment la relancer? Quels sont pour vous les axes principaux de relance de cette Europe qui nous paraît de plus en plus en panne? Je dirais que l'Europe devrait être beaucoup plus accessible et transparente vis-à-vis des acteurs. Quand on parle Union européenne, on pense directement bureaucratie, technocratie, de la législation très complexe. Et c'est pas étonnant que la majorité des jeunes n'y comprennent rien, ne s'y intéressent pas. On accuse aussi énormément l'Union européenne d'être antidémocratique. Et si on veut rendre l'Union européenne attirante aux jeunes, je pense que c'est sur ces facettes-là qu'on devra changer les choses. Essayer d'impliquer beaucoup plus les jeunes, beaucoup plus de transparence pour que les jeunes comprennent à quoi sert l'Union européenne, qu'on clarifie à quel point l'Union européenne a été bénéfique au peuple. Ça fait 60 ans qu'on est en paix, quelque chose qui n'a jamais été vu à travers l'histoire. Moi, étant grand fan de l'histoire, j'ai lu énormément de livres, j'ai fait énormément de recherches et malheureusement, on voit que les tensions qui ont mené aux guerres, comme par exemple la Deuxième Guerre mondiale, c'est la montée du nationalisme, le populisme, et si on ne fait rien, je crains qu'on se dirige de nouveau vers peut-être pas une guerre mondiale, mais en tout cas un conflit qui nous impliquera tous. En Europe. Ouais, en Europe. La paix est malheureusement qu'européenne pour le, pour le moment et encore à nos frontières. Il n'y a pas si longtemps, dans les années 90, on avait quand même eu le conflit des Balkans. Ouais. Et maintenant on a l'Ukraine à nos portes. Mais justement, vous parlez de ce côté antidémocratique des institutions européennes. Donc il y a de ça 2 législatures. Le Parlement ainsi que le Conseil et la Commission se sont mis d'accord pour le fameux Spitzenkandidat. Donc ce terme allemand qui désigne donc chef de file
du groupe politique européen au Parlement qui arriverait en tête deviendrait automatiquement, enfin serait nommé automatiquement par le Conseil des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne qui décide. Donc c'était une avancée quand même assez démocratique. Il y a eu les débats des présidents lors de la législature précédente, maintenant encore, et là un peu de chamboulement, Macron qui représente justement cette rupture un peu contre les partis, enfin, qui a fait on dit en France qu'il a fait un hold-up institutionnel, donc il a quand même démoli les deux partis qui gouvernaient la France à alternance depuis les débuts de la Ve République. Et c'est justement Macron, avec sa victoire, le fait donc de cette fameuse Renaissance Europe, donc qui étaient les anciens libéraux européens, donc vous avez été candidat et vous vous êtes engagé, ils ne veulent pas du Spitzenkandidat. Alors, qu'est-ce qu'on fait quelle est un peu cette sortie de crise? Parce que ça oppose aussi deux visions de l'Europe. La vision plus française, qui est une vision un peu plus fédéraliste de l'Europe, avec une vision allemande qui est un peu plus frileuse sur les enjeux et qui a donné quand même de mauvais souvenirs, surtout à la Grèce et aux pays méditerranéens. Donc comment on essaye un peu de réconcilier cette démocratie et ce Spitzenkandidat qui ne sera pas très démocratique finalement? C'est une situation assez complexe, surtout à l'échelle européenne. Il est difficile de parler de démocratie dans le sens où l'implémentation d'une démocratie directe est impossible. Si on essaie d'impliquer tous les citoyens européens, l'Europe va stagner. Est-ce que j'essaie de dire qu'on doit laisser tomber la démocratie? Pas du tout. La démocratie reste une de nos valeurs les plus importantes. Comment faire dans cette situation-là? Pas facile à dire. Il y a des personnes beaucoup plus talentueuses, expérimentées comme moi, qui se cassent la tête à ce sujet depuis très longtemps. J'aimerais juste dire que j'espère qu'au sein du Parti libéral, nous trouverons un point sur lequel nous pourrons nous battre tous ensemble. Et puis nous verrons bien comment la situation évolue. Et donc, parce que cette dispute n'est pas juste un enjeu politicien, mais c'est aussi un enjeu politique, dans le sens où va l'Europe. On parle pourtant de cette Europe un peu qui stagne, comment on va la relancer. Alors on a eu le dernier conseil des chefs de gouvernement et d'État qui s'est déroulé la semaine dernière à Bruxelles. Il y a un très bel objectif européen qui s'appelle le fameux zéro carbone pour 2050. Là encore, il y a des avancées, mais ça coince avec certains pays, et principalement la Pologne, la Hongrie et d'autres pays d'Europe de l'Est. Alors, pouvons-nous envisager une Europe à plusieurs vitesses, où on n'est pas bloqué justement par ce système un peu lourd, surtout quand on est 28, peut-être 27 d'ici quelques temps, mais une vingtaine de pays, ce système de majorité, enfin de majorité absolue, enfin d'unanimité, pardon, d'unanimité, n'a-t-il pas fait sa vie? Ne devons-nous pas retourner plus à des majorités pour faire avancer cette Europe? Et cette crise autour du zéro carbone nous le montre bien, c'est quand même un enjeu jeune. Comment vous voyez ça? Si on veut évoluer vers le zéro carbone, et ça c'est mon opinion, je pense qu'on doit se tourner vers le nucléaire. Notre dépendance au gaz naturel, au pétrole, etc., fait en sorte que nous restons dépendants, entre autres, à la Russie. Elle garde une certaine puissance sur l'Europe. Tandis que si on se lance vers le nucléaire, on peut lâcher plus de dépendance et la Russie n'aura plus rien à dire sur nous, ne pourra pas fermer le robinet pour mettre la pression sur nous. Le problème avec le nucléaire, bien sûr, c'est la peur que les gens ont face au nucléaire. Il y a eu bien sûr Tchernobyl, plus récemment il y a eu Fukushima, mais
On dirait pas, mais le nucléaire reste une des sources d'énergie les plus fiables et les plus sûres. Il y a bien sûr cette crainte de que faire avec les déchets nucléaires. C'est pour ça que je trouve qu'on doit investir dans les réacteurs à thorium, des réacteurs qui recyclent leurs déchets nucléaires, ce qui résoudrait le problème des déchets et ce qui nous libérerait de... Mais là, Bouzy, on se retrouve de nouveau dans une petite problématique institutionnelle. Comment allons-nous convaincre l'Allemagne qui a dit non au renier le nucléaire, la Belgique, avec notre Premier ministre Charles Michel qui a dit non au nucléaire. Est-ce que l'Europe est déjà un très bon élève au niveau mondial des enjeux climatiques, mais il y a une demande vraiment des Européens avec la montée du vote écologiste, des jeunes dans la rue. Il y a vraiment une montée, une demande forte pour faire bouger les choses à l'intérieur des États membres. Est-ce que juste leur proposer un retour au nucléaire, est-ce que ça ne va pas plus envenimer les choses et pas peut-être miser sur les énergies renouvelables, miser sur le digital par exemple? C'est sûr qu'il faut tenter de combiner le nucléaire avec d'autres énergies renouvelables. Plus on essaie de combiner et se libérer de cette dépendance au pétrole, au gaz naturel, mieux c'est. Question unanimité, démocratie, je pense qu'on devrait laisser tomber cette loi d'unanimité et qu'on devrait plutôt passer vers un système de majorité. Ça permettrait à l'Europe d'agir beaucoup plus vite au niveau international, comme par exemple pour l'énergie. Parce que là, malheureusement, notre système d'unanimité fait en sorte que nous sommes très lents comparé à d'autres puissances qui sont en train de grimper, en train de monter pour le moment, comme la Russie, l'Inde, la Chine, bien sûr les États-Unis. Si on veut devenir une puissance parmi elles, je pense qu'on devra laisser tomber l'unanimité et se diriger vers ce problème vers un système majoritaire. Majoritaire avec à la carte, bien sûr, une petite option à la carte. Devons-nous craindre une prochaine crise de l'euro, comme est un peu annoncé un peu partout dans les milieux économiques, et est-ce qu'on est prêt cette fois-ci? Parce qu'on entend la sortie du Premier ministre hollandais qui ne veut rien entendre de développer les instruments de stabilisation au sein de la zone euro, donc on se retrouve de nouveau. Là, est-ce que... Comment vous voyez, on ne peut pas de nouveau refaire un épisode grec, ça serait malvenu pour l'Europe. Et d'un autre côté, en avons-nous les moyens de nouveau se remobiliser pour les banques, ou alors il faut un peu casser ce système? Qu'est-ce que votre... J'ai toujours été un peu plus radical que la moyenne et je trouve que si on veut éviter la prochaine crise ou au moins l'adoucir un peu, on va devoir prendre des décisions radicales. Lesquelles, ça je préfère laisser aux économistes en décider, mais j'ai entendu quelques propositions comme par exemple 2 euros différents, un pour les membres qui sont économiquement plus puissants et une autre monnaie euro pour les puissances, pour les États membres qui le sont un peu moins que par exemple la France, l'Allemagne, etc. La France est quand même la deuxième puissance économique, donc il y aurait un Deutschmark euro et pour l'Allemagne et un euro B pour les autres. C'est compliqué. Est-ce que c'est vraiment Personnellement, je suis pas économiste et je pourrais pas vous en dire beaucoup plus sur les petits détails. Ça reste une situation très complexe. Il faut prendre en compte la réalité internationale. Nous ne sommes pas seuls au monde. Il y a bien sûr les États-Unis, il y a les Russes, il y a les Chinois qui ont tous leur intérêt, surtout les Chinois avec leur Belt and Road qui deviendra la nouvelle route de soie. Je pense qu'on doit se préparer à ça. Ça aura des conséquences économiques majeures. Et puis le futur reste très incertain, mais je pense qu'on peut se permettre d'être optimiste. Alors, au niveau de tout ce qui est pouvoir d'achat, le social,
Parti socialiste ici, quand on les a reçus, préconisait, ils ne sont pas les seuls en Europe, d'avoir un SMIC européen, d'aligner le SMIC au niveau des États membres. Que pensez-vous de certaines mesures? Comment l'Europe peut, avec les États membres, renforcer les politiques pour augmenter le pouvoir d'achat, diminuer le chômage, aller vers des emplois d'avenir? Vous avez parlé quand même des puissances émergentes. On est là à recruter des programmeurs indiens. Ne pouvons-nous pas former nos jeunes à l'informatique, comme ici d'ailleurs on est à Molenbeek, qui a côté dans la commune Molengeek, qui justement permet ces formations. Est-ce qu'on doit encourager ça? Est-ce qu'on doit faire des Molengeek européens? Comment vous voyez Je trouve que l'Europe doit beaucoup plus investir dans l'Europe. Comme vous l'avez dit, Molengeek, je trouve qu'on devrait faire des choses pareilles, mais alors au niveau européen. Même faisant partie du Parti libéral, je suis contre le néolibéralisme. Je trouve qu'il faut une touche sociale dans le libéralisme, sinon on va finir avec un système qui ressemble à celui des États-Unis, où pour un doigt cassé, il faut passer par des hôpitaux privés qui nous font payer je ne sais combien de milliers d'euros ou de dollars. Et c'est un système que je préfère éviter. C'est pour ça que je pense qu'on devrait évoluer vers un libéralisme social, qu'on devrait investir dans des organisations, qu'on devrait investir dans l'éducation surtout. J'avais lu quelque part qu'un euro investi dans l'éducation nous redonne 3 euros plus tard. Et selon moi, c'est la seule chose qu'on peut faire, c'est d'investir dans l'Europe, faire une Europe plus forte, plus indépendante, plus puissante, et utiliser les Européens, ou plutôt investir dans les Européens pour nous renforcer. Alors quel modèle, justement, vous avez parlé des États-Unis, mais bon, c'est vrai que les services médicaux pour les plus démunis sont inexistants depuis la fin de l'Obamacare, entre autres, mais d'un autre côté, ils ont un pourcentage de chômage quasi indolore, à 4%. Ils dominent la planète digitale avec les startups. Au niveau, vous avez parlé de l'enseignement, quand on voit les rankings des universités dans le monde. Sur les 100 premiers, il y a peut-être 95 universités américaines, puis Oxford et peut-être une ou deux françaises, et encore, et alors bon, les Belges, je crois que la première université belge arrive au niveau de la 200e, plus ou moins mondiale, enfin après les 150, donc il y a quand même quelque chose qu'on fait mal. Alors est-ce qu'on devrait peut-être développer notre propre modèle justement européen de mondialisation, d'une mondialisation à visage humain? Vous pouvez l'appeler libéralisme social ou ce que vous voulez, mais à visage humain, justement pour minimiser les conséquences de cette mondialisation. Mais d'un autre côté, bon, on a quand même le fameux capitalisme de la finance. Depuis Lisbonne en 2000, on voulait faire l'Europe la première économie digitale, donc la première passer à un capitalisme différent, un capitalisme d'entraide, un capitalisme des circuits courts, ce genre de choses-là. Alors comment vous, la nouvelle voie, parce que c'est quand même des sujets très chers aux libéraux et à Monsieur Macron, il a quand même fait des propositions, Monsieur Verhofstadt aussi est très en avant là-dedans. Quelles seraient, disons, allez, si vous deviez une ou deux propositions phares, qu'est-ce que les libéraux maintenant devraient mettre sur la table, justement en bénéficiant de ce levier macroniste et de vous êtes quand même le troisième parti avec 108 sièges au Parlement européen, ce qui est quand même énorme. Alors, vous qui êtes un peu dans les couloirs de ça, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Déjà, la première chose que je vais dire, c'est qu'on ne doit pas copier le système américain, parce que
je suis d'accord, ils ont les meilleures universités, ils ont le plus de start-up, etc. Mais il faut regarder ce qui se cache derrière. Les universités américaines, les étudiants qui en sortent avec des dettes qui peuvent monter jusqu'à 100 000, 200 000 dollars. C'est des dettes qu'ils ne finiront presque jamais par payer. Les startups comptent énormément sur l'immigration. Il y a énormément d'Indiens, de Chinois, beaucoup de personnes qui viennent d'Asie, du Moyen-Orient. C'est une richesse qui vient avec la diversité. Et c'est pour ça que je pense qu'une des premières choses qu'on doit faire, c'est de pousser à inviter et à rendre l'Europe plus attirante aux personnes qui vont aux États-Unis maintenant et essayer de les ramener à l'Europe. Donc un peu aller dans le sens du Canada avec son immigration choisie c'est bien ça. Et ce développement un peu économique. Bah justement, on parle d'immigration, etc. Bon, encore un sujet où l'Europe a malheureusement pas été à la hauteur, c'est bien la crise des migrants. Là maintenant, il y a l'Iran qui se profile. Alors, à quoi joue-t-on aussi allons-nous, enfin, on voit très bien que les Iraniens, si les Américains sont pas dans l'accord, ils s'en foutent. Comment l'Europe peut vraiment se distinguer? Maintenant, on va quand même nommer le prochain ministre des Affaires étrangères européen. Comment l'Europe peut vraiment se distinguer avec une politique forte, et peut-être on parle aussi de défense européenne. Comment vous voyez ça? Parce que c'est très bien d'être un géant économique, comme disait Margaret Thatcher, mais un nain politique, ça a ses limitations justement pour le moment. Je suis un grand fan d'une armée européenne. J'ai les chiffres ici. Donc, une des raisons pour laquelle c'est une critique que j'entends beaucoup, pourquoi ne pas rester avec l'OTAN? Je trouve qu'on reste trop dépendant des États-Unis si on reste avec l'OTAN. Et le budget de tous les États membres de l'Union européenne, ensemble, on investit à peu près 300 milliards dans nos armées. Si on arrivait à combiner ça, on aurait le deuxième plus gros budget au monde, juste au-dessus de la Chine, mais en dessous des Américains, ce qui ferait de nous une force militaire à laquelle il ne faut pas se frotter. Malheureusement, nos investissements actuels dans l'armée sont mauvais. Nous investissons beaucoup, mais pas intelligemment. On pourrait investir beaucoup moins pour le même résultat, ou garder ce budget pour un résultat beaucoup mieux. Par exemple, les Allemands ont fait une étude il y a quelques années et ont réalisé que 60% de leurs Eurofighters n'étaient pas en état de combat et 80% de leurs hélicoptères de combat ne l'étaient pas non plus. Et à ce moment-là, je crois qu'il faut commencer à se poser des questions. Où va cet argent? Qu'est-ce qu'on fait avec? Et c'est une des raisons pour laquelle je pousse et que je me bats pour plus d'unité européenne et pour laisser tomber cette règle d'unanimité. Si on veut améliorer les choses, on doit être beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace et on doit pouvoir investir notre argent beaucoup plus efficace aussi. Sinon, on restera à la traîne et malheureusement l'Europe finira engloutie ou divisée par les puissances émergentes. Justement, votre discours un peu joint celui de Donald Trump face à ses alliés de l'OTAN qui, en moyenne, investissent 2% de leur PIB dans la défense. On ne parle pas des grands pays, mais la majorité des pays européens. Chaque fois que Donald Trump dit prenez justement cette indépendance en balançant justement les investissements et donc mais l'Europe les pays n'ont pas l'air très très chauds, surtout l'Allemagne qui reste là. Il paraît que l'armée allemande est assez mal équipée, sous-équipée. L'Eurofighter, oui, ça cause de nouveau un problème on pourrait aussi aborder. On parle justement des fameux géants économiques européens. D'un côté, vous avez l'Eurofighter avec l'Allemand et les pays scandinaves, je pense. Et puis d'un autre côté, vous avez le fameux Rafale
français. Il y a plusieurs choses, c'est un peu comme les trains, l'énergie. Pourquoi à chaque fois qu'un géant économique européen dans un domaine crucial se développe, pourquoi l'Europe, au nom de la compétitivité, donc la compétitivité, va casser ça en infligeant des grandes amendes, pourquoi cette autoflagellation un peu européenne sur les bonnes idées qui émergent un peu? Je pense qu'il faut regarder cette situation dans un contexte historique. D'un point de vue historique, à chaque fois qu'une puissance européenne devenait un peu trop dominante, ça a fini par escalader. Et je pense que cette peur ou cette crainte fait partie de cette culture européenne, qu'on essaie de tous rester à niveau égal pour faire en sorte de garder un équilibre. C'est ce qui a été le cas depuis la défaite de Napoléon jusqu'aux guerres mondiales. Il y a toujours eu cette équilibre des puissances, voilà. Mais qui est une idée anglaise. Donc maintenant les Anglais partent, on peut voilà, je pense que l'Europe se trouve face à une crise non seulement culturelle mais aussi identitaire. Je trouve qu'on doit beaucoup plus se concentrer sur ce qui forme l'Europe. Une fois qu'on saura ce qu'est l'Europe, ce qu'on représente, ce que sont nos valeurs, qu'on sera beaucoup plus efficace. Mais là, pour le moment, ce n'est pas un secret, l'Europe ne forme pas un bloc uni. Il y a les anciens pays soviétiques, il y a la Pologne, il y a toute l'Europe de l'Est qui est assez... qui n'est pas en bon terme avec l'Europe de l'Ouest, la France, les Allemands. Et tant qu'il y a cette animosité qui régnera entre le Nord, le Sud, l'Est, l'Ouest, je pense qu'on ne pourra pas évoluer. Et c'est une des premières choses, selon moi, qu'il faut régler. Donc vous voyez... Au niveau des nouveaux postes de la nouvelle législature, vous voyez donc une alliance conservatrice, socialiste, un peu verte aussi on parle, et libérale, pour relancer un peu cette Europe, parce que peut-être que avec un président roumain, polonais, comme vous avez fait chez vous, d'ailleurs on présentait un Français ou une Française, mais elle s'est un peu disqualifiée. Et du coup, c'était un Roumain, je pense, un ancien premier ministre ou président roumain. Je ne vais pas essayer de prononcer son nom. Pas facilement. C'est peut-être aussi un des problèmes de l'Europe, c'est qu'on l'Europe n'a pas de visage, un peu comme Henry Kissinger, secrétaire d'État de Nixon, disait quand je veux parler à l'Europe, à qui j'appelle. Un visage comme ça, peut-être. On a parlé aussi de cette fameuse circonscription unique, un peu comme on en parle aussi en Belgique pour résoudre un peu nos problèmes fédéraux. Dans le cas de l'Europe, je dirais qu'il avait raison. Il n'y a pas un visage, il y en a plusieurs. L'Europe reste une collection de plusieurs pays différents, plusieurs cultures différentes, et je trouve que c'est une des choses qui fait sa richesse. Ça reste un obstacle dans le sens où il faut essayer de combiner ces différences culturelles. Mais une fois que ce sera fait, je suis persuadé qu'on pourra le faire. Je pense que l'Europe non seulement pourra donner une personne avec qui communiquer, mais pourra aussi devenir une puissance globale avec laquelle il ne faut pas chercher misère. Alors vous êtes jeune aussi, vous représentez un peu cette jeunesse, la jeunesse qui est un peu... ils savent se mobiliser, on le voit pour des sujets qui leur tiennent à cœur, mais dès que viennent les élections, je ne sais pas au niveau du nombre de jeunes engagés à l'Europe, comment on fait un peu pour quelles seraient les priorités ou peut-être des projets à mettre en avant pour remobiliser un peu cette jeunesse qui qui aime la politique mais ne croit plus en elle.
Je dirais qu'une des premières choses à faire serait de faciliter l'accès à l'Europe pour les plus jeunes. Donc, de créer beaucoup plus d'opportunités au sein de, par exemple, du Parlement européen pour les plus jeunes intéressés, d'impliquer beaucoup plus les politiciens européens avec le peuple, de faire en sorte qu'ils soient beaucoup plus responsables envers le peuple. Parce que ça passe par quoi? Vous avez, parce que bon, responsable, bah, on vote, il y a la séparation des pouvoirs, il y a quand même de plus en plus de transparence. Est-ce que on a quand même, enfin, l'Europe a lancé l'initiative citoyenne européenne, qui est quand même le premier instrument cross-border de participation citoyenne. L'Europe est quand même assez à la pointe, il finance quand même pas mal de projets dans ces zones-là. Si peut-être à travers votre parcours, pourquoi vous vous êtes engagé? Qu'est-ce qui vous a fait vous lever? Ah ouais, je vais aller passer mes après-midi ou mes soirées à parler de politique plutôt qu'aller boire un verre avec mes amis. Dans mon cas, j'arrive à combiner les deux, heureusement. Mais ce qui m'a poussé dans mon cas, il y a énormément de choses qui m'ont poussé. Tout d'abord, je dirais que c'est les livres. Je lis énormément et j'ai passé une grande partie de ma jeunesse à lire sur les grands hommes de la politique, entre autres Napoléon, César, Bismarck. Et c'est des personnes qui m'ont inspiré, des personnes qui, à elles seules, ont réussi à changer la face du monde. Et je me suis dit, si ces personnes-là arrivent à le faire, pourquoi pas moi? Et c'est aussi un des messages que j'aimerais faire passer aux jeunes à Bruxelles, en Belgique, mais en Europe aussi. C'est que malgré notre âge, nous avons cette puissance de changer les choses. Et une autre chose qui m'a énormément motivé, c'est de nouveau l'histoire. Vous verrez, je suis un grand fan de l'histoire, beaucoup de références, beaucoup d'anecdotes. Oh, mais allez-y. Donc, une des choses qui m'a inspiré, c'est l'âge de ces grands hommes aussi. Quand ils ont commencé, il y a Alexandre le Grand qui a commencé avec la conquête d'un des plus grands empires du monde à 22, 23 ans. Il y a Mehmet le Conquérant qui a conquis Constantinople à 21 ans. Et là, j'ai 22 ans et je me dis que s'ils ont fait tout ça à cet âge-là, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de changer les choses aussi, vu que je ne peux pas utiliser l'excuse « Ah, je suis trop jeune ». Il y a beaucoup plus jeune que moi qui a fait beaucoup plus aussi. Et c'est une des choses que j'ai envie d'inculquer aux personnes de mon âge, c'est on n'est pas trop jeune, on n'est pas trop bête, on n'est pas trop pauvre, on a les nombres et on doit utiliser tout ce qu'on a afin de pouvoir changer la face de l'Europe, la face du monde. Mais justement, vous êtes féru d'histoire et vous parlez de Napoléon, entre autres. Avant, on avait l'habitude de citer justement ces grands hommes, Napoléon, De Gaulle, qui sont en général du monde politique. Aujourd'hui, on cite plutôt Steve Jobs, on cite plutôt Mark Zuckerberg, 25 ans à la tête si Facebook était un pays, ce serait le 4e pays le plus peuplé du monde. C'est quand même une belle réussite. Les jeunes ont l'air d'être plus attirés par des figures, je dirais un terme à la mode de la société civile, plutôt que la politique. Vous avez parlé donc de chefs d'État, mais aujourd'hui, on a quand même un jeune président élu à 39 ans, c'est quand même assez historique, et plus près de nous que Mehmet le Conquérant, mais on peut voir aussi, même justement dans les pays de l'Est, les jeunes qui sont élus à des hautes fonctions et qui font bouger les choses. Est-ce qu'on n'est pas dans une génération qui est plus attirée par ces figures, soit du monde digital, soit des célébrités, des chanteurs, est-ce que
comment on peut un peu ramener tout ce monde, peut-être en faisant en construisant cette Europe digitale. Le marché digital est lancé. Qu'est-ce qu'on fait en taclant justement les problèmes de migration, parce que c'est souvent des jeunes qui migrent pour de nouveaux horizons, et là on les accueille pas très bien, on pourrait dire. Je trouve qu'une des premières choses à faire serait... je vais commencer par autre chose. Une des raisons, selon moi, pour laquelle les jeunes d'aujourd'hui parlent beaucoup plus de Steve Jobs, Zuckerberg, etc., au lieu des grands hommes politiques, je pense que c'est la conséquence de notre culture médiatique aussi. La représentation des politiciens n'est plus vraiment ce qu'elle est. On parle aussi beaucoup plus des réseaux sociaux, on parle beaucoup plus des grosses sociétés, de l'effet qu'elles ont sur le monde actuel, mais surtout politique et le monde du business sont beaucoup plus proches l'un de l'autre qu'on pourrait le croire. Et c'est une des choses qu'on devrait faire réaliser aux gens. Et si ça arrive, je crois qu'il y aura beaucoup plus d'intérêt dans la vie politique, le monde politique, vu que là, c'est une des causes, je pense, c'est une des conséquences du manque de transparence, c'est que ce monde politique semble tellement loin, semble tellement distant, froid, fermé. C'est pas une conséquence de cette fameuse paix que vous avez parlé sur 60 ans, comme disait Orson Welles à propos de la Suisse, 200 ans de paix, coucou clock. Est-ce que est-ce que justement peut-être que les gens comme Napoléon, sans la Révolution française, ne serait jamais devenu Napoléon. Alexandre le Grand, sans les guerres avec les Perses, ne serait jamais devenu ce qu'il était. C'est sûr que, comme je dis, ça fait 60 ans qu'on n'a pas vraiment eu de guerre européenne. Et je pense qu'une grande partie des gens a oublié ce que c'est la guerre. Il y a beaucoup de personnes qui ont oublié la misère qui a suivi, et c'est aussi une des raisons pour laquelle on assiste à une montée du populisme et de l'extrême droite, comme on l'a eu dans les années 30. Qui arrive à mobiliser beaucoup de jeunes d'ailleurs, tant l'extrême droite que l'extrême gauche. C'est une conséquence du fait que les gens ont oublié ce que c'est la guerre. Je n'ai jamais vécu la guerre, mais étant féru de l'histoire, j'ai lu énormément sur la guerre, je suis un grand fanat de l'histoire militaire, et c'est pas beau. Un service citoyen européen pour résoudre ça, peut-être pas militairement, parce que je pense que c'était quand même un bon pli d'avoir abandonné la conscription, mais justement pour retisser ce lien de citoyenneté, d'agir pour sa ville, son pays, son continent. Mais si on le fait, je pense qu'il faudra le faire au niveau européen et de faciliter alors l'accès et la mobilité des gens. Un genre d'Erasmus. Voilà. Et on va devoir du volontariat. On va devoir investir beaucoup plus là-dedans si on veut que les gens découvrent l'Europe. Quand on voyage un peu à travers l'Europe, qu'on pose des questions aux gens, on réalise qu'il y a énormément d'animosité ou de préjugés entre, par exemple, un Polonais et un Espagnol, où il y a l'Espagnol qui est paresseux, il y a le Français qui est hautain, il y a les Hollandais qui n'aiment pas dépenser leur argent. Et je trouve que la majorité de ces préjugés pourront disparaître si on pousse à plus de voyages, de mobilité au sein de l'Europe même, qu'on découvre cette Europe si belle, si bénéfique à l'Européen. Et donc, une des choses à faire, c'est sûr, c'est d'investir dans tout ce qui est Erasmus, d'avoir des organisations alors, au niveau européen pour les jeunes,
qu'il y a plus de communication entre un Espagnol, un Polonais. Alors, voilà, vous avez le micro. Alors maintenant, un jeune qui serait intéressé par la politique européenne et qui voudrait s'engager, il fait quoi? Il contacte qui? Par exemple, le renouveau de l'Europe, les jeunesses du renouveau de l'Europe. Ah, c'est sûr que le renouveau de l'Europe. Par exemple, ou les jeunes socialistes, ou les jeunes verts. Comment maintenant, voilà, je suis jeune, j'ai envie de me mobiliser. Je fais quoi? C'est quoi? Comment? C'est une des questions qui m'a longtemps hanté. Comment me lancer dans la politique? Et donc j'ai passé 2 ans à envoyer des mails à peu près tout le monde. J'ai eu des réponses. Il y a beaucoup de personnes qui ne m'ont jamais répondu non plus. Mais selon moi, si on n'a pas de contact personnel, la meilleure des choses à faire, participer à des congrès, assister à des événements. Donc via Facebook, je fais une recherche sur Facebook, sur Google. Surtout que Facebook a une page spécifiquement pour les événements. On peut même choisir quel type d'événement, si c'est un événement networking, un événement politique. Et il faut y assister, c'est là qu'on se fera des contacts, parce que c'est sûr qu'un parti politique où c'est difficile d'accéder, d'entrer dans la politique sans contact. Et ces contacts, il faut bien les faire d'une façon ou d'une autre. Moi, ce qui m'a aidé, c'est d'envoyer des mails, aller boire des cafés avec des ministres, assister à divers événements. On peut boire des cafés comme ça avec des ministres? Ça m'est déjà arrivé, des secrétaires d'État, des ministres, juste en envoyant un mail. Donc c'est beaucoup plus simple qu'on pourrait le croire. Donc le personnel politique est quand même accessible. C'est votre message que vous pouvez dire à nos jeunes téléspectateurs. Il faut juste contacter-les. Il faut les contacter. Après, il faut prendre en compte la période. Si c'est une période de négociation, c'est sûr que peu de politiciens auront le temps d'aller boire un café. Mais en plein milieu d'une législature, s'il n'y a pas de crise politique ou quoi que ce soit, énormément de politiciens sont prêts à aller boire un café. Moi, est-ce que je suis considéré politicien ou pas? Je ne sais pas. Mais je suis toujours prêt à aller boire un café avec des personnes qui veulent en savoir plus sur la politique, qui veulent apprendre à connaître des personnes, qui veulent se lancer. Si jamais il y a des personnes qui nous écoutent, je donnerai mes informations à la fin du programme. Si allez-y maintenant, parce qu'on arrive bientôt à la fin. Mais allez-y. Sur Facebook, c'est Adam Bouzy, Adambouzi. Sur Instagram, j'ai très peu de photos, mais c'est Adam Bouzy aussi. Je suis sur Twitter. Donc, ceux qui veulent me contacter, contactez-moi. Et si vous voulez aller boire un café, si vous voulez discuter politique, vous êtes les bienvenus. Magnifique. Dernière question, cette conclusion. Al-Mouatine, c'est la télévision du vivre ensemble à Bruxelles. Vous avez derrière vous justement des thèmes un peu dont on a parlé: liberté, unité, tolérance, paix, entraide. Ce vivre ensemble, cette cohésion sociale, tant à l'intérieur des États membres que en Europe, c'est un peu diletté de nombreuses causes, mais on va pas les revoir maintenant. Mais justement, comment remettre un peu en rail que le polonais, ils connaissent mieux, il ne soit pas perçu comme un plombier polonais, mais comme un jeune aussi engagé, et pour se retrouver. Quel est votre cri du cœur, votre appel au niveau européen pour reconstruire un peu ce vivre ensemble? C'est de voyager, d'apprendre à connaître des personnes, de voir les différentes cultures. Parce qu'il y a énormément de personnes qui pensent que ceux qui sont pro-Europe veulent anéantir toutes les différences culturelles et imposer une culture européenne, ce qui n'est absolument pas le cas, surtout pas pour les libéraux. Nous trouvons justement que ces différences culturelles sont une richesse, qu'on doit les préserver, tout en ayant une loyauté envers l'Europe, une Europe qui nous a protégés, une Europe qui nous a rendus riches, riches, qui nous a fait prospérer. Et donc voilà, c'est voyager, apprendre à connaître des personnes, découvrir d'autres cultures et voir qu'au final, on n'est pas si différent que ça.
Madame Bouzy, un grand merci pour, Ça fait un plaisir. pour cette belle discussion sur l'après des élections européennes. Et un grand merci à nos téléspectateurs aussi et téléspectatrices pour nous suivre. Et je vous donne rendez-vous à un nouveau numéro de Voix de fait. Au revoir.